Comment faire pour remettre une personne toxique à sa place? Certains de vos amis diraient, mais t'es en couple avec une personne toxique, c'est facile, pars. Prends tes baskets, ouvre la porte, fais tes valises et va habiter ailleurs. Et finalement, les gens ne réalisent pas à quel point il peut être compliqué psychologiquement de sortir d'une relation toxique. Alors attention, je parle même pas de relation de pervers narcissique, ni avec des psychopathes. Une relation peut être juste simplement un tout petit peu toxique. Et c'est compliqué d'en partir. Parce que souvent, il y a de l'amour, il y a aussi une forme d'engagement, ça fait déjà des mois ou des années qu'on est ensemble. Il y a aussi parfois des enfants, ou même une forme de dépendance affective. Toutes ces choses qui font qu'on peut rester dans une relation qui n'est pas exactement la bonne, mais par peur de ne rien retrouver après, par peur de déménager, par peur d'avoir le cœur brisé, on n'arrive pas à en sortir. Et finalement, ça devient loin d'être facile de sortir d'une relation qui est toxique. On peut donc en arriver à avoir l'impression de perdre sa vie au quotidien avec la mauvaise personne. Et surtout, on a 2 choix de sortie qui sont perdants. Choix numéro 1, je reste dans la relation. Je me fais un petit peu maltraiter, c'est pas très agréable, et surtout ça ne s'arrange pas, mais je l'aime. Est-ce que quelqu'un veut de ça? A priori non, mais en tout cas, c'est l'une des pistes. L'autre piste, c'est je quitte cette relation tout en sachant que je l'aime, et je risque de le regretter par la suite. Je serai donc triste. Dans les 2 cas, que je reste ou que je parte, je finirai par être triste. Voyons ensemble aujourd'hui qu'il existe une 3e possibilité qu'on va voir ensemble. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et il y a un lien pour me contacter qui est juste en dessous. Quand on est dans une relation qui est toxique, ça peut être une relation amoureuse, comme on l'a vu, ou une relation professionnelle, ou même une relation familiale, commence toujours par écouter ton corps, qui t'envoie de très bons messages. Bizarrement, c'est la dernière chose qu'on écoute sur Terre. Les gens me disent, Antoine, je suis extrêmement fort, je suis extrêmement forte, je peux tout supporter. Ou alors les gens me disent, moi je sais me défendre, il m'attaque dans mon couple, je sais lui répondre. D'autres me disent, il me manipule, mais moi aussi je peux très bien le manipuler. Oui, c'est vrai, j'imagine que t'es fort ou forte, comme je peux être fort ou forte. Mais ton corps, il te dit quoi là-dedans? Voici quelques symptômes qui sont très faciles à analyser ou à observer. Premier symptôme, est-ce que je suis heureux ou triste dans cette relation? C'est assez facile à voir. Non, on peut se dire qu'on peut être aussi heureux ou triste pour d'autres raisons externes, comme un travail, etc. Mais au fond, nous, on sait assez bien si, le soir, en rentrant à la maison, on est plutôt heureuse ou triste de rentrer voir cette personne. Autre signal ou autre symptôme analysé, est-ce que je dors bien la nuit? Les gens me diront oui, mais j'ai toujours mal dormi. Attention, est-ce que c'est encore pire avec cette personne que c'était le cas avant? Est-ce que je mange normalement? Ou est-ce que parfois je me nourris trop peu, puis d'un coup je vais beaucoup trop me nourrir avec des mauvaises choses? Est-ce que je suis plutôt zen dans ma vie ou plutôt angoissé? En gros, ça veut dire, est-ce que ce couple m'apporte de l'apaisement ou encore plus d'apaisement que ce que j'avais, ou est-ce que ça m'angoisse? Est-ce que je tombe malade souvent? Est-ce que je tombe plus souvent malade que dans le temps en réalité? Est-ce que j'ai envie de dévorer la vie à pleines dents, ou est-ce que depuis quelque temps, j'ai vraiment plus envie de rien? Je me retrouve juste fatigué. Même voir mes amis, ce qui me réconfortait avant, j'ai même plus envie de le faire. Et au passage, qu'est-ce que je raconte à mes amis quand je les vois? Ou quand je les ai au téléphone? Est-ce que je suis plutôt enjoué, ou est-ce que je passe pas mon temps à me plaindre des comportements de l'autre? Écoute ton corps. Ne fais pas une maladie très grave dans quelques années parce que tu aurais subi ce genre de choses. Ton corps est un excellent indicateur. Deuxième chose qu'il faut aussi écouter, c'est le narratif, mais pas n'importe lequel. Son narratif à lui, ses histoires à lui. Prends un peu de recul et contente-toi de l'écouter et d'observer, sans répondre, sans réagir. Quelle est son histoire? Comment est-ce qu'il va justifier ses choix au quotidien? Et au passage, comment est-ce qu'il justifie ton comportement? Tu dois te comporter de telle manière parce qu'il y a une histoire. Voici quelques exemples. Il se comporte mal parce que sa vie est compliquée ou parce que son enfance était compliquée. Il ne paye plus rien parce qu'il est pauvre, parce qu'il a moins de rentrées d'argent qu'avant. Mais tu as un doute dessus parce que ses comptes bancaires, tu les as jamais vus. Ou alors c'est des grandes généralités. Une femme doit se comporter comme ceci. Une femme doit faire la vaisselle, elle doit faire le linge, elle doit s'occuper des enfants. C'est le rôle d'une femme. Et il peut te dire aussi des choses comme un homme doit avoir le droit d'aller voir ses amis le soir, de boire une bière, etc. Lorsqu'il se comporte mal, ou même, c'est même pas se comporter mal, lorsqu'il écoute pas ce que tu dis. Il peut te dire par exemple qu'il a toujours été comme ça.
Oui, certes, il est un peu colérique. Il a toujours été comme ça. Mais est-ce que ça vient justifier qu'il soit colérique avec toi? Ou alors il n'a jamais payé ce genre de choses. C'est pas maintenant que ça va commencer. Toujours et jamais, tout ce qui généralise, c'est jamais très bon. Ou alors il est habitué à tel type de standing. Ou alors selon tel paragraphe dans tel livre, tu as tort, tu dois te comporter de telle manière. Ou alors tous ses amis lui disent que t'en fais pas assez. Tu vas me dire, Antoine, quel est le rapport entre l'histoire, le narratif et tous ces exemples? Il est en train de construire autour de toi une espèce de légende, un mythe, une histoire. On doit se comporter comme si, car voici l'histoire qu'il a inventée. Mais finalement, dans cette histoire, il y a quelque chose que tu peux observer encore plus en détail. C'est quel est son degré d'égoïsme dans ses choix. À quel point l'histoire dans laquelle il t'emmène l'arrange lui et ne t'arrange pas toi. Parce que finalement, dans tous vos choix, dans tout ce que lui fait, dans tout ce que toi tu fais, tu remarques que c'est plutôt lui que ça arrange à chaque fois. Et au final, tes envies, tes besoins, ce que tu dis, il s'en fiche. Et à force, parce qu'il est assez convaincant, parce que son histoire a l'air assez vraie, son histoire devient la tienne. Et tu dois te battre pour être toujours de son côté. Tu as mis de côté des choses dans son histoire. Peut-être tes envies de t'acheter un appartement, toute seule, tranquillement, tu vis chez lui, ou peut-être le fait d'avoir des enfants parce qu'il en veut plus, ou peut-être devoir bosser plus à la maison pendant que lui, il fait sa carrière. En tout cas, dans cette histoire, t'as plutôt respecté ses envies que les tiennes. Et au passage, on est sur un bon début de manipulation, lorsque l'un des deux a un narratif qui est plus fort que celui de l'autre. Ce qui pourrait se traduire par celui qui sait exactement ce qu'il veut risque d'arnaquer celui qui laisse les portes ouvertes, celui qui est prêt à faire des compromis et des concessions. Par défaut, on va rejoindre celui qui est le plus convaincant. Il faut comprendre là-dedans que l'équation dans ta tête, ou ce que tu ressens, ou ce que tu vis, n'est peut-être pas toujours réelle. Je vais te donner quelques exemples là-dedans. On est souvent seul à aimer. En gros, ça pourrait se traduire par « je t'aime dans ma tête d'une certaine manière », « tu m'aimes dans ta tête d'une certaine manière », et on estime ou on espère qu'on va s'aimer à peu près de la même manière. Peut-être l'un un peu plus que l'autre. Oui, certes, on vit à deux, mais il serait illusoire de penser qu'on s'aime pile de la même manière. La preuve en est que t'en fais peut-être beaucoup plus que lui dans ce genre d'équation. Voici quelques exemples. Tu te dis « je l'aime de tout mon cœur ». C'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Quand on est amoureux, on doit faire tous les efforts possibles pour l'autre. Alors je vais donner plus pour cette personne, pour qu'il m'aime un peu plus, pour qu'il reconnaisse que oui, parce que j'embraye sur son projet de vie, parce que je pense comme lui. Dans ce cas-là, ça fait qu'on est un couple à deux à aller dans la même direction. Là où en fait, ça a peut-être juste été un strapontin pour lui, pour qu'il puisse accéder à autre chose. Et lui, dans sa tête, a peut-être d'autres types de pensées. On pense souvent que par amour, ce qu'on a dans notre tête est exactement la même chose que ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Sauf qu'en fait, son histoire est peut-être différente de la tienne. Peut-être que lui se dit, qui va payer les factures? Et si je lui faisais payer à elle? Qui fera le ménage, le linge? Qui va s'occuper des enfants pendant que je ferai carrière tranquillement? Et le jour où on divorce, ce sera ma carrière et je reverserai le moins possible. Qui cotise pour qui et pourquoi dans cette maison? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a peut-être parfois des formes d'inégalité là-dedans? Alors, bien sûr qu'on peut avoir une forme de paranoïa, à se dire si ça se trouve, je suis juste la bonne poire, ou la serpillière, ou la personne qu'on va utiliser là-dedans, dans ce genre de relation. Mais il peut y avoir ce qui s'appelle une paranoïa utile. C'est-à-dire que oui, mon chéri, je t'aime et je ferai tout pour toi. Je reste quand même à peu près lucide sur le fait que dans ce couple-là aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va un peu plus dans ton sens que dans le mien. Si tu veux en faire un test très simple, pour une fois, impose-toi sur quelque chose que tu veux vraiment faire. Et regarde comment est-ce que lui se comporte. Tu veux absolument aller dans ce restaurant que tu adores, pas forcément un truc très cher, mais tu l'adores ce restaurant. Regarde ce qui se passe lorsque tu lui dis viens, on y va ce soir. Est-ce qu'il traîne des pieds? Est-ce qu'il soupire? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il te fera la tête pendant tout le repas ou pas? Est-ce qu'il va te le reprocher par la suite ou pas? Tu veux passer un peu de temps avec tes copines? Comment est-ce qu'ils se comportent? Ou tes copains? Comment ça se passe quand tu imposes un petit peu quelque chose? Est-ce qu'il abandonne? Il dit c'est bon, vas-y tout seul. Moi je m'en fiche. Moi je viens surtout pas là-dedans. Ou est-ce que gentiment, quand toi, t'as fait plein d'efforts, il en fera aussi un peu de son côté. Quand on comprend que on a peut-être été bercé d'illusions par les histoires de l'autre au quotidien, on peut s'en vouloir, se dire « je me suis fait arnaquer ».
Je l'avais même pas vu. Je me battais pour que ce bateau aille dans le sens là, et en fait, il avait tout prévu depuis le début. Il perçait des trous dans la coque, il n'en avait rien à faire. Il voulait juste que je l'aide à faire le linge, à avoir un peu d'argent, etc., etc. Et on peut s'en vouloir. Je pense qu'il est important, au bout d'un moment, de savoir se pardonner. Se dire, oui, après coup, quand je suis parti de la relation, c'était une évidence que c'était pas la bonne personne. Je me suis adapté à lui, je me suis suradapté, j'ai fait beaucoup trop de compromis, de concessions, jusqu'à probablement en perdre une partie de ma vie. Je sais peut-être même plus qui je suis aujourd'hui, tellement que je l'ai écouté lui. Mais si après coup c'était une évidence de se dire j'aurais dû partir, quand t'étais dans ce couple-là, il y avait un doute suffisant pour rester là-dedans. Et au passage, dans chaque couple, on ne cherche pas une personne qui soit parfaite, on ne cherche pas le 50-50 absolu dans les dépenses financières, dans l'énergie, dans la gestion des enfants et des carrières ou de la maison. Non, c'est normal que parfois il y ait des petites oscillations, bien évidemment. Et tu peux avoir beaucoup donné pendant un temps en espérant que ça aille mieux par la suite. C'est naturel et c'est une bonne chose, c'est même extrêmement sain. Sauf que si au bout d'un moment, tu as l'impression que ça va toujours dans le sens de l'autre, c'est à ce moment-là qu'il faut faire un pas en arrière et se dire... Là, j'avais des doutes dans le passé. Maintenant, c'est plus des doutes, ça se confirme. Dans 100% des cas, ça va comme lui le souhaite. T'as donné beaucoup de chance, t'as peut-être même averti une fois ou deux. Attention, j'ai l'impression que t'es un peu égoïste dans ta façon de te comporter. J'ai l'impression que c'est toujours pour toi là-dedans. T'as peut-être dit ça une fois, 2 fois, 10 fois. La 10e, bien sûr, tu partiras. Et t'auras appris quelque chose là-dedans. T'auras appris à mettre des limites sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur ton bonheur également. Généralement, quand on sort de ce genre de relation, s'il y a un point qui t'a blessé plus qu'un autre, si au bout de quelques mois, de quelques années, tu y penses toujours comme une espèce de haine vis-à-vis de lui, c'est très probablement que le problème était antérieur à tout ceci. C'est un problème qui vient de ton enfance, avec tes parents, ou d'une expérience de vie. Donc, il est intéressant de se dire, j'arrive à me pardonner d'avoir été là-dedans sur beaucoup de points, il reste juste ce point-là. Ce point-là, observe-le. Et dis-toi, là j'ai quelque chose à résoudre qui est bien antérieur à cette relation. Il y a aussi la dernière chose qui est d'apprendre à écouter son instinct. Je sais que lorsqu'on est amoureux ou dépendant affectif, on fait confiance à l'autre. J'ai tellement besoin de me connecter émotionnellement que je vais faire confiance à l'autre. Oh stop, je t'aime, mais je vais me respecter. Et je vais écouter mon instinct. Et peut-être que ton instinct aujourd'hui te dit certaines choses. Te dis que tu devrais supprimer de ta vie certaines personnes, ou aller plus avec d'autres types de personnes, ou en tout cas mettre les choses au clair pour aller vérifier si ce que te dit ton instinct est vrai ou pas. Et si quand tu abordes ces doutes, quand tu parles de ce que ton instinct te dit à l'autre et que lui il bloque, qu'il te dit par exemple c'est toujours pareil avec toi, il y a toujours un problème. Là tu touches à quelque chose d'intéressant aussi. Quand je te confie mes peurs sur ce point-là, et que t'envoies tout promener, que tu claques la porte et que tu pars et que tu ne veux pas en parler, c'est que j'ai probablement raison d'avoir ce genre d'instinct. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.